En 2017 a eu lieu la cyberattaque la plus chère de l'histoire. À partir d'un obscur logiciel de comptabilité ukrainien, un virus baptisé NotPetya va paralyser des milliers d'entreprises à travers le monde. L'invité que je reçois aujourd'hui était en première ligne ce jour-là. À l'époque, il était Incident Responder chez McAfee. Au milieu de la panique, il va tenter de comprendre ce qu'il se passe et essayer de contenir l'attaque. Depuis, il a atterri chez Microsoft. Et toujours dans la cybersécurité, il utilise l'IA pour traquer les groupes de cybercriminels les plus dangereux. La vie de tech, c'est simple. C'est eux et leur ordi. Tout est prévisible, sous contrôle. Non, ça, c'est ce qu'ils voudraient qu'on croie. Parce que la réalité, personne n'ose nous la raconter. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Dans Tronche de Tech, on va leur tirer les vers du nez. On va leur faire raconter leurs meilleures anecdotes. Les nuits où tout part en sucette et les bugs que personne ne comprend. Et puis, s'ils sont sympas, on les laissera peut-être se vanter de quelques réussites. Je m'appelle Mathieu Sanchez, je suis le CTO d'Akazi et je vous souhaite une excellente écoute. Salut Thomas, comment ça va ? Ça va, super, merci pour l'invitation. Non, écoute, avec grand plaisir. On a eu un peu de mal à se caler vu que t'es à l'autre bout du monde quand même par rapport à t'es en Australie, c'est ça ? C'est ça, ouais. Ouais, ok, bon, on va revenir dessus. Donc, bienvenue sur Tronche de Tech. Effectivement, très content de t'avoir. Avec toi, on va parler IA et cybersécurité. J'ai fait un épisode hier aussi sur quelqu'un qui est en IA et cybersécurité, donc c'est un combo qui est cool en ce moment. Yes. Pour commencer, on va détailler ton parcours parce que tu as fait plein de trucs très cool. Mais je demande toujours un petit exercice au début, c'est de se présenter en 3 phrases. En 3 phrases. Je l'ai pas préparé celle-là. En 3 phrases. Alors la première phrase, c'est je suis français. Je m'appelle Thomas Rocha et j'habite en Australie. Est-ce que c'est pas 3 phrases ça ? Ça dépend où tu mets les points, où tu mets les virgules, tu vois. C'est ça, exactement, ouais. Tu peux toujours un peu tricher, mais ok, très bien. Mais on va faire comme ça du coup, et puis on va dérouler le reste parce que t'as un parcours assez cool. Mais du coup, ce que je voudrais savoir, c'est comment t'as commencé dans la tech, toi. Comment t'es arrivé dedans ? Alors un peu par hasard en fait, j'étais pas vraiment. Je pense pas que j'étais vraiment destiné à aller dans la tech ou quoi que ce soit. Très tôt, on a eu un ordinateur à la maison et du coup, tu connais, tu te rappelles de cette époque, MSN, Caramel, tout ça, enfin ce genre de trucs qu'on avait quand on était plus jeune, quoi. Et moi, j'ai un très bon souvenir de Hadibou. Je sais pas si tu te rappelles d'Hadibou. C'était un jeu éducatif il y a très très longtemps. Et je crois que j'étais un grand fan. J'étais un peu jeune, mais je pense que c'était mes premiers débuts avec l'informatique. Et puis après, en grandissant, en allant à l'école, etc., je me suis dit l'informatique c'est intéressant. Pourquoi pas aller travailler dedans ? Et mon père est développeur, donc j'ai commencé à travailler dans la boîte où il travaillait. Et puis j'avais eu un peu cette expérience avec l'informatique. Puis je me suis dit je vais continuer à creuser là-dedans. Et puis j'ai fait des études supérieures en informatique et voilà. Et à l'époque, cybersécurité, c'était pas trop ce que c'est aujourd'hui, quoi. Donc ça a bien changé depuis 15-20 ans, ouais, ça a bien changé. Mais du coup, donc effectivement, parce que c'est une question que j'ai aussi, c'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai été on est à peu près de la même génération, je pense. J'ai été aussi Hadibou, Hadi, MSN, Caramel, exactement pareil. Et il y a un moment où je me suis intéressé à la sécurité et je trouvais ça cool, mais effectivement, les débouchés, ils étaient pas clairs, tu vois. C'était pas aussi je vais pas dire facile, c'est pas le mot, mais aussi démocratisé qu'aujourd'hui, on va dire. Et ma question, c'est, toi, ton premier boulot, c'est déjà là-dedans, où il y a un moment dans ta carrière où tu bifurques, non ? Non. Alors j'ai toujours été un petit peu intéressé par la cybersécurité ou en tout cas par le hacking, tu vois. Et donc j'aimais bien jouer un peu avec les ordinateurs, comprendre comment ça marchait. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler, je faisais du support informatique, donc rien à voir avec de la cybersécurité. En gros, je mettais en place des machines, je mettais les setups, etc. Et puis en fait, petit à petit, tu commences à bidouiller, t'écris quelques scripts par-ci par-là. Et à l'époque, ça remonte en 2008. 2008, tu vois, la cybersécurité, c'était pas trop encore un truc comme on en parle aujourd'hui, quoi. Et ça a mis du temps avant que ça vienne, mais c'était quelque chose qui m'intéressait. Et puis il y avait toujours ces petits événements un peu. T'avais la nuit du hack, que c'était un petit peu
Ouais. un peu underground, un peu sympa, tu vois. C'était là où tu croisais les gens ou même sur Internet, sur les forums, etc. Puis bah petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser, à bidouiller deux trois trucs, et puis je me suis dit, bon bah en fait là, c'est la cybersécurité qui m'intéresse, et ça m'intéressait parce qu'en fait ça touchait un petit peu à tout dans l'informatique. C'était pas juste tu deviens un développeur puis juste tu passes ton temps à coder, ou juste tu deviens un admin 6 et puis tu passes ton temps à monter des systèmes, à monter des architectures, etc. C'était vraiment genre il fallait que tu touches un peu à tout, à la sécurité, au développement, au système, au réseau, etc. Et donc en fait, c'est petit à petit, je me suis dit bah ouais, en fait moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir cette vision globale, et puis bah de toucher un petit peu à tout. Et la cybersécurité, bah c'était l'élément central quoi, qui permettait de connecter tout quoi. Donc c'est comme ça petit à petit. Puis après j'ai fait des études supérieures et j'ai bifurqué vers à l'époque c'était les premiers masters en fait de cybersécurité qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on peut trouver aujourd'hui. On t'apprenait des trucs relativement, enfin c'était du réseau, sécurité système. T'avais pas de reverse engineering de malware, pas de test Ouais. d'intrusion, ce genre de choses. Aujourd'hui c'est un peu plus C'est différent. développé. Ouais. Oui, c'est vrai que ce que tu dis me parle, c'était très orienté réseau, en fait. Sécuriser ton Yes. infrastructure, quoi. Et donc, à un moment, donc c'est pas ton premier boulot, du coup, de ce que tu m'as dit, mais tu es rentré chez donc, McAfee, qui est, qui est connu pour éditer un antivirus hyper connu, c'est ça, en gros? Exactement, ouais. McAfee c'était en 2015. Ok. Donc, tu avais déjà quelques années d'expérience? Ouais, ça faisait, bah, je travaillais depuis 2008. En fait, j'ai fait mes études en alternance et j'ai eu mon diplôme en 2014, et donc sorti de l'école, j'ai fait 8 mois dans une petite boîte française en tant que consultant sécurité, et ensuite je me suis fait embaucher chez McAfee. Et donc, McAfee, tu étais à Paris? McAfee, j'étais à Paris, mais j'avais un rôle un peu global. Je faisais de la réponse sur incident et du consulting, et en fin de compte, bah, je me déplaçais un peu à droite à gauche pour Ok. différents clients, quoi. Oui, donc ça, c'est un truc qu'on sait pas trop. Donc, tu as dit un mot, tu as dit réponse à incident, parce que, ouais, McAfee sont connus pour l'antivirus. Donc, toi, tu travaillais pas sur l'antivirus de McAfee, tu travaillais pour de la réponse à incident. C'est quoi, en fait, de la réponse à incident? Exactement. Alors, plus précisément, je travaillais au ce qu'on appelle les professional services, c'est-à-dire du consulting. Donc, en fait, les clients de McAfee avaient des besoins spécifiques en termes de consulting. Et donc, par exemple, quand il y avait des cyberattaques, McAfee déployait en fait des ingénieurs, des consultants pour aider les entreprises à résoudre, à investiguer, etc. Donc, la réponse sur incident, c'est ça. C'est en fait, t'es le pompier de l'informatique, le pompier de la cybersécurité. Ouais. Quand il y a une cyberattaque ou une brèche chez un client, tu es déployé en catastrophe, et toi, ton rôle, en fait, c'est d'investiguer, comprendre ce qui s'est passé, comment les attaquants sont rentrés sur le système, est-ce qu'il y a des informations qui ont été dérobées, quel type de menace c'est, et puis, bah, en fait, le fait de travailler chez un antivirus, ça te permet de faire la chaîne de bout en bout, c'est-à-dire, bah, tu fais la réponse sur incident, mais tu fais aussi le containment avec l'antivirus, déploiement des Ok. signatures, etc., quoi. Oui, donc en fait, tu vas aussi chercher des indicateurs qui te permettent de améliorer l'antivirus pour que d'autres soient pas impactés par ce type d'attaque éventuellement. Exactement. À l'époque, quand tu faisais enfin, moi, quand je faisais de la réponse sur incident, bah, j'allais jusqu'à analyser le malware, comprendre comment il marchait, je le remontais au lab, on produisait des nouvelles signatures, on déployait, le client était protégé, quoi. Donc, c'était sensiblement le process qu'on suivait. Et puis après, bah, tu as toute une procédure autour de ça, à savoir bah, comment améliorer la sécurité de l'entreprise. Est-ce que la brèche qui a été exploitée, c'est quelque chose qui peut être corrigé sur le long terme, etc., quoi. Ok. Et donc tu dis malware, tu as dit plusieurs fois malware. Est-ce que c'est de la terminologie un peu, mais c'est quoi la différence entre un virus et un malware, s'il y en a une? Alors, en fait, le terme qu'on emploie dans l'industrie, c'est malware pour malicious software. Donc, c'est la contraction des deux mots. Et en fait, virus, je pense que c'est plus un abus de langage parce que les gens ont utilisé virus pendant des années. À un moment donné, ça faisait partie d'une catégorie de malware aussi. Les gens faisaient aussi l'amalgame entre virus et malware, mais la vraie terminaison, je pense, c'est malware, malicious software. Et dans ce terme de malware, tu vas avoir des sous-catégories, typiquement des ransomware, ça peut être des stealers, ça peut être plein de différentes variantes en fait de malware, quoi. Ok, donc le malware, c'est vraiment le terme générique, et après, tu as des sous-catégories, les virus, les vers aussi, qui sont Exactement, ouais, un type ouais, tout à différent, les fait, worms. Ok. tout à fait. Ok. Alors, du coup, donc ça m'intéresse parce que du coup, tu as fait de la réponse à incident, donc c'est quand même un truc de, comme tu l'as dit, de pompier, où tu es déployé sur site et tout, donc c'est quand même assez
ouais, c'est des situations, je vais pas dire extrêmes parce que tu risques pas Ça ta vie peut. non plus, mais c'est un peu extrême quand même, tu vois, dans le sens où en fait il y a des entreprises qui sont vraiment potentiellement paralysées, où t'arrives, il faut aller très vite. Et j'aimerais bien savoir que tu me racontes quelques anecdotes et peut-être commencer par ton pire souvenir. C'est une question que je pose souvent dans ton jeu de tech. Ouais. Mon pire souvenir, il est drôle et maintenant quand j'y repense, mais il était pas drôle sur le moment. Je crois que c'était les premiers mois où je suis arrivé chez McAfee et j'ai été catapulté au Moyen-Orient. Il y avait une réponse sur incident et en fait, à l'époque, je parlais pas bien anglais, tu vois. Donc je Ok. parle toujours pas très bien anglais, hein, mais bon, ça s'améliore avec le temps. Et à l'époque, c'était vraiment, c'était pire, quoi. C'est-à-dire quand je faisais des réunions, j'apprenais par cœur ce que je devais dire avant. Tu vois, je priais pour pas qu'on me pose des questions pendant la réunion, etc. Et donc en fait, je me suis retrouvé catapulté sur une réponse sur incident au Moyen-Orient. Et c'était un truc assez sensible. C'était une grosse organisation qui s'était fait toucher au Moyen-Orient et il y avait des données qui avaient été dérobées, etc. Et en fait, c'était hyper formateur, mais c'était hyper stressant. Et je sais pas si on peut dire que c'était le pire souvenir. Je pense que sur le moment, je l'ai peut-être un peu mal vécu parce que c'était intense et dur. Mais avec le recul, c'était quelque chose qui était assez formateur et ça m'a permis ensuite d'enchaîner toutes les réponses sur incident que j'ai faites. Mais à l'époque, tu vois, quand tu parles pas anglais, tu te retrouves dans un autre pays. Je voyageais pas encore beaucoup. C'était en 2015, tu vois, donc je voyageais pas encore beaucoup pour le boulot, quoi. Nous, c'était au tout Ouais, début. Et ouais, c'était hyper sensible. L'environnement, il était stressant. ouais. En plus, c'est Moyen-Orient, c'est une culture un petit peu différente. C'était pas Dubaï, tu vois, donc Dubaï qui est assez, enfin, Dubaï, ça Ouais. reste similaire avec ce qu'on connaît. C'était vraiment un autre pays. Et, euh, et c'était vraiment stressant dans le sens où le client voulait pas donner les informations, donc il fallait aller à la pêche aux informations. C'était Ah ouais, compliqué, tu ok. vois. Ouais, ça arrive, ça peut arriver en réponse sur incident parce que bah toi, t'arrives, les gens, ils peuvent se sentir en danger, ils se disent bah attends, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Mhm. Pourquoi il veut chercher toutes les données, etc. Toi, ton rôle en fait, c'est vraiment juste de comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et dans certains cas, bah tu peux avoir un peu de friction ou un peu de réticence de la part du client parce qu'il veut pas te donner toutes ces informations. Puis ça, quelquefois, ça met à jour aussi des mauvaises configurations, des Mhm. malfaçons, entre guillemets, quoi. Parce que ce Donc, que tu ouais, dis, c'était c'est qu'il y très a, stressant. ce que tu dis, c'est qu'il y a là, ce que tu décris exactement, c'était un enjeu. En fait, t'es missionné par un manager, enfin un top manager, en fait, un exécutif, quelque chose comme ça. Et en face de toi, t'as les gens qui sont entre guillemets les mains dans le Exactement, ouais. cambouis, et eux, bah, ils savent que s'il y a des trucs qui sont découverts par le manager, ça les fout un peu Exactement. mal. Et ouais, donc C'est la position quand tu fais de la réponse sur incident qui est un peu compliquée. Je pense que aujourd'hui c'est un petit peu différent parce que c'est rentré dans les mœurs. Mais en 2015, tu vois, quand t'arrivais comme ça, tu disais bah moi je suis là pour investiguer, trouver ce qui s'est passé. Dans certaines entreprises, ça pouvait être un peu. Puis après, pareil, en fonction des pays où tu vas aussi, tu vois, les cultures sont différentes. Donc, il y a ça qui jouait. Et ouais, c'était vraiment dur pour moi parce que bah, déjà, c'était compliqué, tu vois, d'évoluer dans cet environnement Mhm. qui Ouais, n'était pas ouais. forcément, comment dire, amical, quoi. Et puis en plus de ça, bah, tu avais la barrière de la langue, un peu la barrière de la culture aussi qui était un peu différente. Et je me souviens, bah, tu vois, j'ai passé, je crois, 2 semaines sur place. Et chaque soir, quand je rentrais à l'hôtel, toutes les données que j'avais, tout ce que j'avais, j'apprenais par cœur pendant la nuit, je retravaillais dessus pour que le lendemain, parce que chaque jour, en fait, il fallait que je débriefe le client, tu vois. Donc, Ouais. je passais la nuit, tu vois, à apprendre ce que je devais dire. Et le lendemain, bah, je récitais, quoi, bêtement, en fait, ce dont j'avais fait pendant la nuit, quoi. Donc, ouais, c'était assez stressant sur le moment. Après, heureusement, il y a à l'époque, il y a des consultants plus seniors qui venaient des US de chez McAfee qui m'ont rejoint. Et donc après, bah, le reste de la mission s'est bien déroulé. Mais sur le moment, ouais, c'était des moments Ouais. assez difficiles. Ouais. T'es loin de chez Ouais, bah, toi, c'est compliqué. Ouais. oui, puis tu rajoutes la barre de la langue, un truc qui est déjà assez stressant, Ouais. j'imagine bien. Après, tu me dis maintenant, je parle pas toujours très bien anglais. Je pense quand même, j'ai vu un peu ce que tu faisais. Tu fais des confs à Black Hat et tout. Tu dois quand même bien te débrouiller. Ça doit aller, non? Ouais, on bosse pour. Hein. Ok. Et ben, est-ce que t'as d'autres, parce que donc il y a eu plein d'incidents, en tout cas d'attaques assez célèbres, tu vois, et donc ce que j'avais compris, c'est que tu as été sur des trucs qui sont assez connus. Est-ce que tu peux m'en donner quelques exemples? Bah, l'exemple que je redonne un peu toujours, et qui est d'ailleurs dans mon livre aussi que j'ai documenté, c'est l'attaque de NotPetya. NotPetya qui était en fait pour synthétiser, qui était en fait un faux ransomware. Son but, c'était pas vraiment de financier, tu vois, c'était vraiment de détruire des organisations. Et à l'époque, bah, j'ai été déployé sur un de nos gros clients.
Et c'était vraiment, je prends toujours cet exemple parce qu'en fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai réalisé à quel point la cybersécurité avait un impact, pas seulement sur les entreprises, mais aussi sur les gens, tu vois, parce qu'en fin de compte, quand une entreprise est HS, c'est Ouais, pas seulement la boîte qui marche plus, c'est les gens qui sont en dessous, les employés qui peuvent plus travailler, et en fait, c'est des pertes financières, mais c'est aussi potentiellement des pertes humaines, tu vois, parce que bah, quand tu as une grosse attaque qui met à mal une entreprise, bah, derrière, il peut y avoir des tu te licencies. licenciements, il peut y avoir des, tu vois, enfin, des conséquences qui sont plus grosses que juste sur les données, quoi. Et NotPetya, c'était assez costaud en termes de mode opératoire, parce que déjà, c'était une des premières supply chain attaques. Donc, pour expliquer rapidement ce que c'est une supply chain attack, c'est quand tu as un logiciel de confiance qui est utilisé en entreprise, qui a été compromis et qui passe en fait cette confiance pour compromettre tout le reste de l'entreprise. Et donc, en fait, quand ce logiciel est utilisé par des multiples entreprises, bah, c'est des multiples entreprises qui sont touchées en même temps. Et pour NotPetya, c'est exactement ce qui s'est passé, quoi. Donc, c'était C'était quoi? C'était un un, logiciel ukrainien, non? Ou c'est un truc comme ça? tout à fait, c'était MIDOC, c'était un logiciel de comptabilité ukrainien qui était utilisé en Ukraine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc NotPetya était déployé via ce logiciel. Et donc, en fait, il y avait une mise à jour malveillante. Donc, les attaquants avaient réussi à prendre la main sur le software en lui-même, modifier le code source, etc. Et quand les clients de cette entreprise ukrainienne qui déployait le logiciel de comptabilité ont mis à jour ce logiciel, elles ont en fait téléchargé ce morceau de code malveillant qui a installé NotPetya. Et NotPetya en lui-même était assez virulent puisque bah, il employait des exploits qui lui permettaient le même que WannaCry, si les gens se rappellent. Il utilisait l'exploit Eternal Blue qui se permettait de se répandre sur le réseau très rapidement, et d'autres Ouais. mécanismes aussi. Alors juste Eternal Blue, elle est peut-être on peut faire un petit aparté là-dessus parce qu'elle est quand même connue parce que si je dis pas de bêtises, c'est un exploit de la NSA, un truc comme ça, qui a été leak en fait. C'est un moment où il y a eu un espèce de, Exactement. on sait pas trop l'origine, hein, si je dis pas de bêtises, mais peut-être tu peux nous en dire plus un peu là-dessus. C'était assez marquant ce truc aussi. Ouais, exactement. C'est Eternal Blue. Alors, ça remonte un peu dans mes souvenirs. Si je me dis pas de bêtises, c'était chez les Shadow Brokers qui avaient leaké en fait la vulnérabilité. Et donc, potentiellement, cette vulnérabilité était attribuée à Equation Group, c'est-à-dire les services US. Et donc, ouais, potentiellement, c'était bon, voilà. Après, voilà, il y a En tout cas, pas a forcément. priori, ça serait des outils américains qui gardaient assez secrètement, et tout d'un coup, on sait pas trop comment, soit un piratage, soit il y a une histoire de taupe aussi, enfin, c'est pas 100% Tout à fait, clair. ouais. Ouais. Et du coup, comment dire, toutes les techniques se seraient retrouvées dans la nature. En gros, c'est Tout ça. Et à fait, donc, on ouais, aurait c'est ça. découvert des failles comme ça. Eternal Blue. Exactement. Et donc, en fait, une de ces failles-là, de ces vulnérabilités, Eternal Blue, a été réutilisée pour NotPetya. Donc voilà, c'était assez dévastateur. Ouais, ok, ok. Et NotPetya, donc ouais, tu l'as dit. Et NotPetya, je me rappelle plus exactement, mais c'est un truc. En fait, ça avait paralysé donc c'est en Ukraine, je crois, où il y a un centre de traitement, enfin où il y a une plateforme un petit peu où il y a beaucoup de comment dire, de supply, enfin de marchandises qui transitent. Et Alors, c'est je un pense que port en fait. Non. je pense que tu fais référence à Maersk, qui a été une Oui, des c'est ça. victimes de NotPetya, effectivement. Ouais, En c'est fait, ça. ce qui s'est passé, c'est que à la base, alors a priori, c'était plutôt des entreprises ukrainiennes qui étaient ciblées, sauf que ben ces entreprises ukrainiennes avaient des connexions ou des partenaires ou des filiales avec des entreprises européennes et des entreprises plus globales, quoi. Et donc, vu que NotPetya a été très virulent du fait de cet exploit et d'autres mécanismes qui lui permettaient de se répandre très rapidement Ouais. sur le réseau, le réseau qui touchait, en fait, en très peu de temps, le malware s'est comment dire, dispersé, ou enfin, Ouais, je fais des échapper mots un en peu de anglais. son. Ouais. En fait, c'est tout simplement que son but, c'était de se répandre partout et de détruire les machines. Et donc, bah, vu il était en train de se répandre partout, bah, ce qu'il a fait, c'est que bah, il s'est répandu là où il pouvait. Et donc, les endroits où il y avait bah, entre guillemets, de la porosité entre bah, ces entreprises Hmm. ukrainiennes et les partenaires, etc., bah, c'est là où il a pu se faufiler et puis se répandre à travers le monde, quoi. Donc, Ouais. ouais, non, c'était assez costaud, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui en ont souffert, et les dégâts financiers étaient assez importants, hein. C'était en milliards, c'était en dizaines de milliards peut-être même, je sais plus. Ouais, enfin, il y a plein de chiffres qui sont sortis, c'est difficile à évaluer, et puis, bah, bon, voilà, après, tu vois, c'est des hypothèses sur les chiffres. Non, ouais, c'est clair. Mais ça, ce que tu disais est intéressant aussi. C'est vrai que c'est un truc qu'on voit souvent dans la cyber, dans ces malwares, c'est que il y a une cible et il y a des dégâts collatéraux parce que c'est à peu près impossible
de parfaitement cibler juste à cible en fait. Il y a par les moyens de contamination qu'on cherche à utiliser, souvent en fait il y a des entre guillemets il y a des ton malware part dans des directions que t'as pas forcément anticipées et ça fait des dégâts collatéraux. Et puis c'est ça qui fait qu'il y a des détections. Je crois que sur Stuxnet, qui est l'attaque sur le programme nucléaire iranien, c'est pareil, on le détecte parce que ça ne fait pas qu'attaquer Stuxnet, en fait, ça se répand par ailleurs. Ah, ça a fuité, ouais, ça a un peu fuité. Ouais, effectivement, c'est un point, c'est important. Après, tu vois, peut-être que pour notre Petya, bon, on saura probablement jamais, mais il y avait peut-être aussi comment dire, cette pression du fait que l'exploit avait déjà été utilisé par WannaCry un mois plus tôt, que l'exploit était déjà public depuis 3-4 mois. Donc, tu vois, il y avait aussi cette pression. Il y avait déjà un patch de sortie. Donc, peut-être que si les attaquants à ce moment-là ils se sont dit bon bah il faut y aller, tant pis si ça déborde quoi. Et puis ou alors peut-être que c'était volontaire et ils se sont dit allez on y va et puis ça touchera qui ça touchera quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Sur les autres sujets, je crois que c'est toujours ta période McAfee. Tu m'avais dit que t'avais bossé avec Europol. Ouais, Europol avec ce qu'on appelle les law enforcement, quoi, enfin les polices ou les différents gouvernements. En fait, donc quand j'ai travaillé chez McAfee, j'ai passé 3 ans professional services, faire de l'incident, la réponse sur incident, du consulting, etc. Et puis ensuite, j'ai bougé au McAfee Labs. Et donc là, je faisais plus de la threat intel, de l'analyse de malware, etc. Et donc mon rôle au sein du McAfee Lab, c'était de faire de la recherche sur les groupes d'attaquants, contribuer à ce qu'on appelle l'intel, quoi, l'intelligence, c'est-à-dire créer de la documentation, documenter les modes opératoires utilisés par les différents attaquants, comprendre quels sont les outils qu'ils utilisent, etc. Donc mon rôle, c'était vraiment de documenter ces modes opératoires. Et donc via ce travail-là, on a été amené à travailler avec des différents gouvernements, notamment Europol. On avait un de mes managers à l'époque était très, il est toujours d'ailleurs, il bosse toujours chez Trellix. Maintenant, ça s'appelle Trellix, c'est plus McAfee. Mais il venait des law enforcement et donc on avait des groupes de travail, etc. Donc, on a beaucoup travaillé sur des groupes de ransomware, sur des différentes attaques sur lesquelles on a bossé, etc. Donc c'est tous les, en gros, donc les peut-être pour les APT, c'est généralement des groupes de hackers affiliés à des États, et les groupes de ransomware, pas forcément. Eux, ils cherchent plutôt à justement, comme le nom l'indique, à gagner de l'argent en fait, obtenir des rançons. Et puis il y a des endroits où ça se rejoint, typiquement les APT nord-coréens, je crois, qui en fait un de leurs objectifs, c'est de récupérer de l'argent. Donc voilà. Et donc toi, ce que tu faisais, c'est que tu essayais de soit en faisant ce que tu savais faire, c'est en regardant des attaques qu'ils avaient fait, qui leur avaient été attribuées, regarder des modes opératoires, comment ils font pour les identifier et pour prévenir. Et est-ce que vous cherchiez à faire de la contre-attaque, entre guillemets, tu vois? Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup ça. En ce moment, on entend parler de leaks avec des gens qui sont venus piquer la data de ces groupes-là et qui les mettent à dispo publiquement, tu vois? Donc, c'est des hackers qui hackent les hackers, quoi, en gros. Donc, vous êtes déjà ça ou pas du tout? Alors légalement, t'es pas autorisé à faire ce genre de choses. Après, ouais, t'es pas autorisé à faire ce genre de choses, mais okay. Parfois tu peux avoir des opportunités et parfois c'est des opportunités qui sont importantes en termes d'intelligence, quoi. Et donc, voilà. Mais t'es pas légalement autorisé, ni couvert par la loi, ni couvert par l'entreprise, etc. Enfin, c'est voilà. Non, mais du coup, c'est effectivement ce que quand on a ces trucs-là, en général, même les leaks sur ces groupes-là, elles sont sur le dark web, elles sont aussi anonymisées. Enfin, les gens t'as personne qui revendique en fait ce genre de truc. Exactement. Oui. Alors après, t'as toute la communauté de la threat intel qui partage de l'information, et donc là, ça c'est de l'information que tu partages avec tes partenaires, quoi. Donc oui, ça c'est effectivement quand tu bosses dans la CTI, dans la threat intel. T'as tout ce réseau en fait de confiance, de partenaires, de gens que tu connais à travers les différentes investigations, et donc t'as cet échange en fait de données entre ces partenaires de confiance, ouais, absolument. Et ça, donc c'est exactement ce que vous faites avec les law enforcement, avec Europol, avec le FBI, etc. Vous partagez ces données pour que eux, ils puissent aussi mener leurs enquêtes, puisque aujourd'hui, eux, ils ont des moyens légaux que toi, en tant que privé, tu n'as pas. Donc, exactement. C'est exactement ça. Ouais. Et attends, j'ai une question qui m'est venue, mais je l'ai perdue. Et oui, la collaboration même. Enfin, je veux dire, il y a quand même toujours ce truc dont, quand on est des boîtes privées, il y a de la compétition. Est-ce que malgré tout,
c'est assez bienveillant, ça se passe bien ces partages ou des fois c'est un peu compliqué quand même? Est-ce qu'il y a de la J'ai répression à ce jamais, moment-là? oui, si, ça a dû arriver, ouais, ça arrive parfois. Tu as des gens qui vont, parce qu'après, bah, tu as aussi, le problème des données clients, quoi. Tu peux pas non plus partager, n'importe quoi, tu vois? Donc quand tu bosses dans une entreprise, c'est obligé de respecter la confidentialité des données et cetera. Après, en termes de compétition entre, en tout cas dans la communauté Threat Intel, honnêtement, je n'ai rarement vu, c'est souvent, en fait, tu as même des partenariats, hein, tu vois? Quand j'étais chez McAfee, on avait un partenariat qui s'appelait, que je dise pas de bêtises, je crois CTI Alliance qui est un groupe, qui regroupe plusieurs, entreprises. Donc tu avais, je sais plus, Kaspersky, d'autres entreprises à Ouais, l'époque, ouais, ouais. Trend Micro, et cetera. Et donc en fait, bah, tu avais, cette plateforme qui te permettait de partager de l'information. Après, nous, en tant que chercheurs, on n'est pas, enfin moi personnellement, mon point de vue, je suis pas au stade de la compétition. Ah non, je vais garder cette information, Mmh. etc. C'est plutôt genre quand il y a quelqu'un que je connais, qui me demande une information que je peux lui donner et qui n'est pas, sensible ou quoi que ce soit, Ouais. sensible dans le sens, il y a pas de clients qui sont impactés, etc. Oui, c'est quelque chose qu'on va faire, ouais. Après, Et ouais. comment tu détermines parce que du coup, il y a aussi des ces informations, parfois, elles sont publiques. C'est-à-dire moi, je suis pas mal ça, tu vois? Je vois des articles avec des gens qui vont te partager les, indicateurs qui te permettent de savoir que tu as été compromis par tel ou tel truc. Comment vous déterminez ce qui reste dans la sphère privée et qui est partagé que entre ces gens qui sont entre guillemets «dans le secret», qui sont des professionnels du sujet et ce qui devient public? C'est je sais pas trop. En fait, il y a quelque chose aussi qui a changé, hein, depuis 10 ans. C'est qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens, qui partagent leurs recherches, sur internet, qui partagent ce qu'ils trouvent, et cetera. Tu vois, tu parlais de leaks, et cetera. Ça arrive, régulièrement, quoi. Tu vois, il y a des nouveaux leaks qui sortent, et c'est vrai que, avant, c'était peut-être un peu plus, restreint. L'information était partagée un peu plus dans des milieux restreints. Il y a toujours de l'info qui est partagée dans les milieux restreints, hein, de confiance, mais effectivement, il y a plus d'informations qui est disponible aussi. Donc, Parce c'est que la question. là où je Ouais, voulais t'emmener, c'est que tu vois, il y a quand même cet aspect de dire quand on le rend public, il est public pour le commun des mortels et aussi accessible à ces groupes-là qui, en théorie, du coup, vont adapter leurs méthodes pour que ces indicateurs ne marchent absolument. plus, tu vois. Donc c'est un peu ça l'équilibre. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. C'est marrant cette question parce que c'est un petit peu, tu vois, une question historique, liée à la cybersécurité où on disait bon bah est-ce qu'il faut partager le code source, est-ce qu'il faut partager cette information pour que les gens connaissent, mais en même temps tu donnes l'information Ouais, à d'autres personnes, etc. Je pense, mon propre avis, je pense que il y a quand même, la cybersécurité vient quand même un petit peu du monde open source. mm, Et donc partager de l'information, de la connaissance, ça a toujours été plus ou moins bénéfique plutôt que l'inverse. ouais, Donc, ouais, effectivement, tu as des données qui partent pas, hein, tu as des données qui restent dans la sphère privée, et puis ouais, bah, tu en as beaucoup d'autres qui deviennent publiques aussi, quoi. Donc après, ouais, ouais, c'est ça. tu as toujours, voilà, cette balance à avoir. Ouais, mais c'est vrai que moi je comprends ce truc-là parce que autant les méthodos d'attaque, tu vois là, j'avais vu le hack de comment il s'appelle tu sais le gros hack à plusieurs milliards là de la plateforme crypto là, Bybit? Bybit, ouais, exactement. Ouais, Où ils ont publié pas mal de trucs et effectivement, tu vois la faille en fait qui est utilisée c'est dans Python. En fait, c'est pas une faille d'ailleurs de Python, c'est une fonctionnalité de Python où quand tu charges un fichier YML, par défaut la librairie, elle peut exécuter du code du YML et donc ça c'est un truc à savoir. Et tu vois ça c'est hyper bah oui. important de le savoir. Moi maintenant je le sais, je vais être méfiant vis-à-vis de ça. Et ça je suis convaincu qu'il n'y a pas de sujet sur le partager ou pas. Mais après potentiellement il y a des choses un peu plus en fait voilà les noms de domaine qu'ils utilisent, etc. Et là, je suis là, bah en fait, bon, ça m'aidera à l'attribuer éventuellement, mais je suis pas sûr que c'est grâce au nom de domaine que je vais me dire. Donc des fois, j'étais un peu plus. Ouais, alors, bon, bah, je comprends ce que tu veux dire. Après, bon, les noms de domaine, les indicateurs de compromission, c'est des informations, périssables. Donc en fait, Ouais, il faut les partager parce que, c'est quelque chose qui va changer très rapidement. Donc en fait, effectivement, oui, si tu le partages, si tu donnes l'information d'un C2 ou d'un command and control, d'un serveur de command and control ou, d'un nouveau malware ou, d'une IP ou n'importe quoi, effectivement que la plupart des attaquants vont en tout cas le changer, modifier, et cetera. Mais dans tous les cas, c'est des informations qui sont périssables, donc c'est des informations qu'il faut donner, quoi, aux clients. Alors après,
Tout n'est pas non plus partagé. T'as parfois des opérations qui durent sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, bah, t'as des indicateurs qui vont rester plutôt pour alimenter ou protéger, je sais pas moi, la base de clients d'une organisation, etc. Mais bon, voilà. Après, sur ce type d'information, on est quand même sur des données périssables. Donc, il y a plus de sens à les partager et donner l'information en fait aux organisations qui ont besoin de se protéger plutôt que de la garder, quoi. Ok. Et du coup, on parlait un peu de ransomware là, sur des groupes de ransomware, il y en a qui ont été un peu iconiques sur lesquels tu as travaillé. Tu peux me partager un peu des histoires là-dessus? Ouais, j'ai travaillé sur pas mal de groupes de ransomware quand j'étais chez McAfee. Après, peut-être que je peux te partager des informations sur qu'est-ce qu'on avait qu'est-ce que j'ai fait dernièrement. Bah, dernièrement, il y a eu des gros leaks. Il y a eu le leak de Logbit, il y a eu le leak de Black Basta aussi. J'ai travaillé sur mais bon, voilà. Après, c'est des informations qui sont encore fraîches. Voilà, moi, ce que j'ai publié publiquement, c'était plus ma méthode d'analyse plutôt que de l'intel en tant que tel, quoi. C'était plus ça qui était. Et comme ça, en fait, moi, mon but aussi, c'était de montrer ce qu'on pouvait faire, notamment avec l'intelligence artificielle, parce que c'est encore quand même pas mal de gens qui sont sceptiques. Et je trouve que c'est des cas assez concrets où tu peux montrer comment utiliser l'intelligence artificielle générative pour donner sens à des données qui Ouais. sont pas Eh spécialement ben, structurées, allons-y, etc., parce quoi. que du coup, maintenant, c'est un peu. Donc, maintenant, t'es chez Microsoft. C'est ça, ouais. Et raconte-moi un peu ton rôle et du coup, ce que tu fais avec l'IA, parce qu'effectivement, le sujet est hyper connexe avec les groupes de ransomware et les data leaks. Alors ça fait presque 4 ans que je suis chez Microsoft en tant que chercheur en sécurité et mon rôle c'est principalement d'analyser les malwares, de comprendre, de faire de la threat intelligence, comprendre comment les attaquants fonctionnent, etc. Et bah, de produire des détections, des signatures quoi pour l'antivirus Defender et protéger nos clients. Okay. Et alors depuis quelques années maintenant, ça c'était mon rôle quand je suis arrivé chez Microsoft, mais depuis quelques années avec l'intelligence artificielle, ça a un petit peu changé et nos objectifs ont changé aussi. Et donc maintenant, je suis beaucoup plus orienté sur la recherche en intelligence artificielle appliquée à la cybersécurité. Donc mon rôle, c'est de montrer pratiquement et de développer en fait des systèmes avec l'intelligence artificielle pour les solutions, en tout cas pour les fonctions qu'on faisait avant, c'est-à-dire du reverse engineering de malware, de la threat intel, etc. Et donc comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle générative de manière concrète sur des fonctionnalités ou des fonctions qu'on faisait avant, quoi. Donc mon rôle, c'est vraiment ça, de comprendre comment on peut utiliser l'intelligence artificielle de manière pratique. Ok. Et peut-être on peut. Bon, t'as parlé de deux sujets là principalement. Donc du coup, le reverse engineering de malware, donc prendre un code malveillant qui a été où en fait en général les attaquants ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient pour que ça soit très difficile à comprendre. Donc toi Pas tu tout vas le avoir temps, le mais ouais. code pas tout le temps. Ouais. Il y en a qui sont moins je sais pas, peut-être moins bons ou moins, mais en tout cas souvent ce qu'ils essayent de faire c'est de cacher au max pour que tu mettes le plus longtemps possible à comprendre ce qui se passe. Et donc là effectivement comment tu utilises l'IA et comment ça marche, parce que juste moi aujourd'hui, donc je suis dev, on parle beaucoup de l'IA pour générer du code, pour écrire du code à la place des devs, mais je trouve qu'on ne parle pas assez de la capacité de l'IA à t'aider à comprendre du code. Tu vois, moi, je trouve que c'est limite un cas d'usage comment dire, plus direct, plus facile. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, moi, j'ai du code où, en fait, je peux le lire, il est peut-être pas assez clair. Par contre, si je demande à l'IA, je pense qu'elle va me donner des trucs pas mal. Toi, comment tu utilises ça pour ce cas où, du coup, le code on fait exprès qu'il soit pas lisible, en fait? C'est une très bonne question et je suis assez d'accord avec toi. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est vraiment un outil qui t'accompagne pour booster en fait ta compréhension de ce que tu fais en fait dans ton travail ou même ailleurs d'ailleurs. Et donc, bah, il y a cette fonctionnalité qui est intéressante. En fait, l'intelligence artificielle, les modèles en tout cas qu'on utilise, sont très bons avec du code. Et donc, bah, quand tu fais de l'analyse de malware, ça peut être toutes sortes de codes en fait. Ça peut être du code obfusqué exactement, qui va être, comme tu as dit, tu vois, qui va être entre guillemets protégé ou en tout cas être difficile, Rendu plus difficile compliqué, à quoi. Ouais. voilà, rendu compliqué exactement. Et puis bah tu peux avoir donc des scripts normaux, ça peut être des morceaux de code classiques. Et puis quand c'est du code compilé, bah ça va être de l'assembleur quoi. Donc tu vas ce qu'on appelle faire du reverse engineering et avoir du code assembleur. Et donc bah effectivement tu as l'assembleur est pas
forcément, si t'as pas l'habitude, c'est pas forcément facile, tu vois, de lire de l'assembleur comme ça si t'en as jamais fait avant. Et donc, bah, avoir et puis même quand ça fait longtemps, hein, moi, ça fait 10 ans que je reverse du code, et il y a toujours des moments où, tu vois, si tu tombes Ouais. sur un algorithme de chiffrement bien hardcore à reverse, bah, tu perds tes yeux, quoi. Mais Parce que juste là, pour ceux qui ont jamais fait d'assembleur et tout, ce qui est difficile, c'est que c'est tellement loin du langage humain, en fait, c'est tellement proche de la machine que toi, ce que tu fais avec ton expérience, c'est que tu reconnais des patterns, en fait. Si tu dis ça, ce pattern, je sais ce que ça fait, et tu arrives à le c'est traduire exactement en ça. Ouais. une idée plus abstraite et qui est plus, enfin, C'est justement moins exactement ça. abstraite et qui est plus claire pour toi. Et quand tu as du code que tu n'as jamais vu, en fait, là, tu es en train de comprendre la machine, et en fait, le temps que tu raccroches les wagons, c'est hyper difficile, quoi, c'est ça. C'est exactement ça. Alors aujourd'hui, pour nuancer un petit peu les propos, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple parce que bah, tu as ce qu'on appelle des outils de décompilation qui vont pas vraiment décompiler le malware, quoi, mais ils vont te produire un code presque proche. Tu vois, si c'est un malware Ok. codé en C, tu vas avoir du code source C qui est proche de ce qu'aurait pu être le vrai code, quoi. Donc Il tu as quand même reconstruit les des outils. patterns, en fait, c'est Ouais, c'est ça. ça exactement. Ouais, c'est ça exactement. Et donc avec ces outils-là, plus l'intelligence artificielle, tu peux donner à manger ces informations directement à ton modèle et puis bah, booster en fait ton analyse, quoi. Alors bah, tu as toujours ces problèmes d'hallucination, etc. Bon, aujourd'hui, tu as plein de moyens, tu vois, de limiter ces hallucinations ou ces faux positifs, etc. Mais déjà, tu lui donnes un morceau de code lambda, tu vas avoir une première analyse, un premier jet qui va te permettre déjà de comprendre, bah, ok, d'accord, donc ça, c'est un algorithme, c'est RC4 ou c'est un autre algorithme, etc., quoi. Et donc, bah, ça, c'est ce premier triage, en fait, il est hyper puissant parce que c'était des moments où avant, tu devais passer une journée ou deux, ou parfois des semaines à reverser un morceau de code. Aujourd'hui, tu vas passer quelques heures et puis tu vas avoir déjà cette vue d'ensemble. Donc, tu gagnes du temps en fait dans ta fonction, dans ton travail, parce que bah, tu as un outil. En fait, c'est comme si tu avais un assistant à côté de toi qui va qui te permet de te guider, quoi, un mentor, quoi, qui te Ouais, dit, OK, ouais, ouais. là, ce que tu es en train de regarder, c'est ça, là, c'est ça, machin. Alors, toujours à prendre avec des pincettes, effectivement, mais bah, voilà, c'est quand même un outil surpuissant. Et ce que je comprends, du coup, c'est effectivement dans les malwares, j'imagine qu'il y a plein de techniques qui sont connues, réutilisées, etc. Et toi, à chaque fois, quand tu les décompiles, tu dois repasser du temps à dire, OK, ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, je connais. En fait, là où l'IA va être super forte, c'est que elle, ces trucs-là qu'on a déjà vus, très vite, elle va te les reconnaître et c'est cool. Et là où c'est peut-être plus difficile, je sais pas, tu vas me dire, mais c'est là où il y a de la nouveauté. Donc, de temps en temps, j'imagine que dans le malware, il y a un peu d'innovation, il y a un petit peu des nouveaux trucs que tu as peut-être jamais vus. Et c'est là que je sais pas si c'est pas un peu les limites de l'IA, mais en tout cas, toi, tu veux te concentrer. C'est là où toi, en tant qu'humain, tu as de la valeur ajoutée vraiment. Ça pourrait, ouais, effectivement, ouais, quand tu as des choses un peu nouvelles, tu vois, par exemple, il y a quelques années, j'ai bossé sur un malware qui s'appelait Triton. Triton, c'était un malware qui ciblait ce qu'on appelle des safety systems, je sais plus exactement. Enfin bref, c'était en fait, c'est un espèce de système industriel de Schneider. Et en fait, ce système industriel permettait de lever une alerte s'il y avait une opération physique qui pouvait être dangereux. Et donc Triton, en fait, c'était un malware à l'époque qui était développé en Python, sur lequel j'ai travaillé. Et Attends, donc juste, je voulais rester sur ouais, vas-y, vas-y. Schneider pour qu'on comprenne bien. C'est quand tu dis Ouais, système industriel qui lève des alertes, c'est potentiellement, c'est un truc dans une usine qui, exactement. je sais pas, un Ouais, bras robotique et il faut ouais. faire hyper gaffe parce qu'il peut blesser quelqu'un, Exactement. quoi. Donc, Yes, c'est ça. Et donc, ça lève une alerte. C'est un système de sécurité qui permet de lever une alerte en cas d'impact physique, quoi, sur une machine en particulier. Et donc, en fait, ce malware-là, à l'époque, bah, il utilisait le protocole propriétaire de Schneider qui était, je me rappelle même plus de ce nom de protocole d'ailleurs, c'est un protocole industriel. Et donc, en fait, le malware avait recodé en Python une manière d'interagir avec ce protocole, mais pour les attaquants, en fait, ce qu'ils ont fait pour créer ce morceau de code, c'est qu'ils ont eu accès à ce système, cette machine avant. Ils ont reverse engineer le protocole en lui-même pour comprendre comment ça marchait et construire ce malware. Donc là, effectivement, tu vois, quand tu tombes sur quelque chose de nouveau comme ça, bah toi, il faut aussi que tu fasses la même démarche, que tu ailles voir le protocole, que tu comprennes comment le protocole il marche, etc. Et donc aujourd'hui, bah imagine avec l'intelligence artificielle, ça aurait été beaucoup plus. Je me rappelle, j'ai passé du temps sur ce malware. C'était un protocole que je connaissais pas, un protocole industriel, tu vois. Et aujourd'hui, ben alors parfois, tu as des protocoles qui sont pas publics. Là, il se trouve que normalement, ce protocole-là n'était pas public, mais tu avais des informations, comment on appelle ça, des blueprints du protocole en lui-même qui étaient sur Internet que tu pouvais retrouver et donc comprendre comment le protocole marchait, quoi. Mais aujourd'hui, bah, tu vois, si c'était la même chose, typiquement, ce qu'on pourrait faire, ce serait bah, donner la documentation du protocole, donner le malware et puis bah, avoir une espèce de système qui te permet de te guider, ouais. quoi.
Ouais, oui, oui, c'est vrai que l'IA, moi, je trouve ça très forte sur me faire gagner du temps sur la doc API. Au lieu de lire toute la doc, je sais que l'IA a déjà lu la doc et en fait, je lui dis, bah, dis-moi, un petit truc simple, dis-moi, je sais pas comment faire telle Exactement. fonctionnalité et elle va Ouais. très bien comprendre que cette fonctionnalité correspond à tel appel API et me faire le code associé. Et ça, c'est vrai que c'est cool, quoi. Ouais, franchement, c'est super. Je l'avais fait pour un truc AWS. La doc AWS, c'est quand même ouais, un peu. Il Ouais. faut se la coltiner, quoi. Et je l'avais fait pour un truc, j'avais besoin de rechercher un fichier dans S3 et en 2 minutes, j'avais ma commande. Alors que sinon, j'aurais dû passer 1000 Mais ans oui. à éplucher toute la doc, c'était l'enfer, quoi. Mais oui, franchement, c'est top. C'est trop cool. Et maintenant, donc ça, c'est sur le reverse engineering. Et alors, oui, question, comment tu procèdes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tools standardisés ou est-ce que toi, t'entraînes des réseaux de neurones? Comment tu procèdes? En fait, t'as pas une seule manière de faire et tu as plusieurs moyens. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agents, on parle de RAG, Retrieval Augmented Generation. Donc, tu vois, c'est des concepts qui sont liés à l'intelligence artificielle générative. Et donc, t'as pas une seule solution pour faire quelque chose, en fait. Tu as des multiples manières de faire. Donc, bah, moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de travailler sur des agents autonomes. Donc, c'est-à-dire que tu lui donnes l'information et puis bah, il va se débrouiller tout seul et puis il va te pondre un rapport et te dire voilà, moi, mon analyse, c'est ça. Donc voilà, Ok. après, tu as des moyens en fait d'être sûr que l'analyse que ton agent va produire ou que tes agents vont produire est correcte. Tu peux utiliser des concepts qu'on appelle par exemple human in the loop où tu vas avoir l'humain en Vérifier, fait ouais. Ouais. qui va vérifier à certaines étapes, etc., que les données sont correctes, qu'il n'y a pas il y a pas d'hallucination, il n'y a pas de choses fausses, Oui. etc. Et où tu Ça peux lui même permet de se orienter. passer ça lui permet de se passer de l'info fiabilisée au sein des différentes Exactement, ouais. boucles et des différents. Ouais, ok. Exact. Et puis même pour toi, ça te permet de valider en fait les différentes étapes que tes agents vont faire et te dire ok, s'il y a quelque chose de faux, tu peux lui dire bah non, là par exemple ça va pas, il faut repasser là-dessus, peut-être que tu peux faire comme ça, etc. Donc tu vois, t'as plusieurs choses en fait quand on parle d'intelligence artificielle, tu as des systèmes complètement autonomes avec des agents, tu as des systèmes qui sont semi-autonomes, d'autres qui sont séquentiels aussi, qui vont suivre une séquence d'actions, etc. Donc il y a vraiment je pense pas qu'il y ait de state of the art, d'état de l'art en fait à l'heure actuelle. On est vraiment en mode phase d'exploration, comment on peut faire des choses, etc. Mais on arrive déjà à faire des choses assez concrètes et notamment, moi tu vois, j'ai un agent que j'appelle mon CTI Crew. C'est plusieurs agents en fait où en gros, quand j'ai des données analysées, je lui donne mes données et j'ai toute une équipe en fait d'agents qui vont analyser mes données et me pondre un rapport. C'est exactement ce que j'ai fait pour Logbit et il m'a pondu un rapport en 10 minutes et c'était assez incroyable quoi. Alors le rapport était pas parfait, quoi, mais j'avais mes indicateurs de compromission, j'avais ce qu'on appelle l'analyse des sentiments, vu que c'est des conversations, tu vois, des conversations Tu peux rappeler le Logbit, qui c'est, ce qui s'est passé Ouais, et tout, qu'on comprenne un petit peu. Logbit, un groupe de ransomware, et donc en fait, il y a eu un gros leak de données là qui date de la semaine dernière, et en fait, ce leak de données contient les discussions des négociations des victimes avec Logbit, en fait. Donc Ok. voilà. Voilà, donc il Et y avait, c'est tout? Il il y a y a pas des conversations internes? Il y a pas même des... Non, c'est pas... C'est des conversations, c'est des négociations entre les Ok. victimes et les opérateurs de login. D'accord, ok. Je pensais qu'il y avait plus de trucs que ça. Ok. Yes. Ok. Et donc, il y a il y a des gigas de données, c'est énorme ou c'est... Alors effectivement, il y a un peu plus de données que ça parce qu'il y a aussi une partie SQL, etc. Moi, je me suis concentré sur les discussions et donc c'est un JSON, c'est un gros JSON qui fait, je crois, il y a 3500 messages, quelque chose comme ça. Donc Ok. voilà, je juste voilà. Mais tout ça pour dire que, ouais, effectivement, avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, bah, tu peux automatiser des tâches qu'avant, tu t'aurais mis peut-être une semaine à faire, tu vois. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait un tweet sur le sujet, j'ai dit, bah, je compare aujourd'hui mon analyse qui m'a pris 10 minutes avec un agent d'intelligence artificielle et mon analyse de Conti en 2022 où j'ai passé une semaine à coder, tu vois, à Ouais. faire sens, en fait, des informations, etc., quoi. Donc, ouais, ouais. Oui, 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 c'est ça, parce qu'en fait, ce que tu disais, tu sors les modes opératoires, tu sors peut-être même, tu peux sortir de là-dedans éventuellement qui est le négociateur en fait, quel est le, enfin, tu vois, t'as pas Exactement, besoin de ouais, tout lire. c'est pas parfait, hein, tu vois, on n'est pas encore à l'ère de Terminator, hein, mais mais on est quand même sur quelque chose d'assez impressionnant dans le sens où bah tu gagnes un temps fou sur ton analyse, quoi. Et puis tu spots directement des informations qui peuvent être intéressantes, tu vois, sans passer du temps à chercher énormément dans la data, quoi. Oui, 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 tu peux vraiment, en fait, là où avant, fallait que tu indexes enfin, c'est ce qui s'est passé aussi pour, j'imagine, tu vois, tout ce qui est
les leaks de Snowden ou les différents leaks qui ont été énormes, hein, de documents potentiellement confidentiels. À l'époque, les journalistes, ce qui se passait, c'était ils mettaient des genres de moteurs de recherche sur la data et il fallait qu'ils tapent des mots-clés pour trouver des trucs. Et c'est pas toujours pertinent la recherche par mots-clés. Alors que là, tu peux Exactement. poser une question humaine et lui, il va en langage naturel et lui, il va trouver là où potentiellement les sources, les trucs pertinents par rapport à ta question. Donc, ouais, c'est ça. Tu vas avoir ce qu'on appelle la similarité de sémantique, en fait. C'est-à-dire, tu poses une question et puis lui, il va trouver, même si c'est pas les mêmes mots, les mêmes keywords, etc., tu vas avoir en fait une ressemblance qui va. Donc, ouais, non, c'est ça. Et puis, il vraiment te fait un intéressant. résumé et après, tu peux aller voir vraiment le truc si tu veux. Exactement. De toute façon, c'est toujours ça qu'il faut faire, hein. Tu vois, en tant que threat intel, ton rôle, tu vois, threat intel analyst, ton rôle, c'est vraiment de valider la data que tu analyses, quoi. Tu vois, de toujours confirmer. Et il faut vraiment, c'est ce que je dis souvent, tu vois, faut toujours backuper ces informations sur des vraies données, quoi, parce que tu peux pas te permettre de faire confiance à un système sans avoir validé toi-même la donnée derrière, quoi. Ça t'aide, mais pour l'instant, il y a encore besoin de nous, quoi. Et est-ce que, du coup, tu es chez Microsoft, donc la question que je me pose, c'est est-ce que tu utilises des outils internes, des outils externes, open source, etc. Ou est-ce que tu as aussi accès à des trucs d'OpenAI, vu que quand même, voilà, il y a un partenariat fort? Alors oui, on a, alors chez Microsoft, on a Azure Foundry, qui est en fait, en gros, c'est l'interface cloud pour interagir avec différents modèles, etc. Après, on a des frameworks aussi qu'on utilise qui sont open source, tu vois, par exemple Semantic Kernel, c'est un framework open source qui te permet de créer des agents. On a Autogene aussi. Autogene, c'est un framework Python qui permet de faire des systèmes avec plusieurs agents aussi, qui est très performant. Puis après, moi, j'utilise pas mal de Autogene, j'utilise pas mal parce que c'est open source. J'utilise aussi LangChain, LangChain qui est un autre framework pour faire des agents. T'en as plein d'autres, quoi. Mais effectivement, ouais, encore une fois, il n'y a pas une seule solution, tu vois. Puis en fait, chaque use case est un peu différent, donc c'est à toi aussi, tu vois, d'explorer, de tester, comprendre qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Ok. Tu fais d'autres trucs avec l'IA aujourd'hui que ces deux donc reverse engineering de malware et analyse de leak ou enfin de data. Moi, mes sujets de recherche tournent autour de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle. Donc, même tout ce que je fais à côté, en side, ça tourne aussi autour de ces sujets-là. Notamment, je crois qu'on en avait discuté aussi. Nova, qui est un framework que j'ai publié il y a pas longtemps. Pour faire simple, Nova, c'est en fait un outil qui te permet de faire du hunting sur des prompts. Donc l'idée, c'est de créer en fait des règles de détection pour matcher sur des patterns en particulier de prompts. Et donc c'est une idée que j'avais et que j'ai développée. C'est pour détecter des prompts qui sont malveillants, en fait, c'est ça? Alors pas uniquement malveillants. En fait, donc voilà, ce que j'ai voulu faire avec Nova, c'était créer en fait un système de signature, ce qu'on appelle des règles de détection, pour matcher sur des patterns de prompts. Donc, c'est-à-dire, en gros, demain, on part dans l'hypothèse que l'hypothèse potentiellement, comment dire, qui deviendra pas une hypothèse, mais probable, quoi. Ouais, voilà, potentiellement probable, qui est où demain, la plupart des organisations utilisent des systèmes d'intelligence artificielle générative. Le point central pour interagir avec ces systèmes, tu es d'accord avec moi, c'est les prompts. Donc, il faut qu'il y ait un moyen, tu vois, d'avoir cette visibilité sur qu'est-ce que mes users ou mes customers ou mes employés, etc., vont envoyer comme information à mes systèmes d'intelligence artificielle. Et donc, Nova, en fait, c'est un moyen de matcher sur des patterns en particulier. Donc, je te donne un exemple simple. On a parlé de prompts malveillants qui pourraient être par exemple ce qu'on appelle du jailbreak, où tu vas essayer de contourner en fait les sécurités du modèle pour éviter que le modèle il dise je sais pas moi des conneries ou qu'il leak des informations, etc. Ouais. Ce type de pattern, tu peux le détecter au moyen d'une règle de détection Nova. Donc c'est ça l'idée en fait que j'avais. Mais pas seulement pour de la sécurité comme ça peut être aussi pour ce que j'appelle des TTP, donc dans le langage Threat Intel, c'est tactique, technique et procédure. Et donc, en fait, c'est un moyen de documenter les modes opératoires des attaquants. Et donc, pourquoi ça, c'est intéressant? Parce que on a des informations, notamment OpenAI et Microsoft et Google ont publié des rapports l'année dernière sur comment les groupes d'attaquants utilisent les systèmes d'intelligence artificielle pour générer de la désinformation, pour faire de la recherche sur des exploits, pour générer du code malveillant, etc. Et donc ça, on a ce qu'on appelle des TTP. Et donc, comment tu fais aujourd'hui pour matcher
ces informations ou pour détecter en fait ce type de pattern, bah il y a pas de solution. Et donc c'est pour ça que j'ai créé Nova, tu vois, pour avoir ce moyen de créer des patterns, des mécanismes de détection sur des patterns en particulier. Je sais pas si j'étais super clair, mais c'est ça l'idée. J'ai du mal parce que j'ai compris un peu pour la détection entre guillemets de prompts, je vais dire appeler ça adversariaux quoi, malveillants. Et t'as aussi l'aspect. J'avais l'impression que tu allais aussi sur l'aspect détecter qu'il n'y a pas quelqu'un qui utilise. Non, mais exactement. je pensais à ne pas envoyer des données confidentielles. C'est-à-dire que tu veux vérifier que les gens envoient peut-être pas n'importe quoi à l'IA parce qu'il y a des trucs, tu dis, bah non, ça, je veux pas que ça touche, que ça sorte de mes systèmes. Il y a ça un peu aussi. Ouais, en fait, l'avantage de Nova, c'est que c'est complètement flexible et customisable par l'utilisateur. En fait, c'est ça l'intérêt. En fait, c'est comme si, pour faire une analogie grossière entre guillemets, c'est comme si tu avais ton propre antivirus pour ton système d'intelligence artificielle qui te permet de matcher sur des prompts. Donc toi, demain, tu peux créer ta propre signature pour matcher. Parce qu'en fait, chaque organisation a des use cases différents. Et donc, utiliser un système de protection sous forme de black box où tu sais pas exactement comment ça marche derrière, ça n'a pas forcément de sens. Ça a du sens pour couvrir la plupart des attaques génériques, etc. Mais à partir du moment où tu as des besoins très spécifiques, bah là, t'es bloqué parce que bah, t'as aucun moyen, tu vois, de créer une règle qui va matcher sur ton besoin particulier. Et c'est là où entre Nova, c'est là où en fait j'ai voulu apporter entre guillemets ma pierre à l'édifice et porter quelque chose d'un peu nouveau qui soit flexible pour les utilisateurs. Alors effectivement, c'est peut-être un petit peu tôt, tu vois, ou peut-être. Non, mais si je le reformule d'une autre manière, c'est aujourd'hui tu as déjà ça dans à peu près ChatGPT. Si tu prends l'exemple de ChatGPT, avant que ton prompt il arrive dans le modèle, il y a un truc intermédiaire qui des garde-fous. Des garde-fous qui va vérifier des choses sur ton prompt et qui va éventuellement dire bah non, désolé, je peux pas répondre quoi. C'est ce que tu fais toi, mais en le personnalisant en fait. Toi, tu permets aux gens de personnaliser cette étape-là. OK. Deux choses en fait, c'est garde-fous qui sont par défaut sur OpenAI ou Claude ou un autre modèle. Ceux-là, ils sont relativement larges dans le sens où s'ils étaient trop restreints, tu pourrais pas non plus faire tout ce que tu veux avec le modèle et c'est pas dans l'intérêt de ces organisations-là de restreindre le modèle à ce point-là. Donc ça, c'est la première chose. Donc forcément, déjà, tu as besoin d'une solution de sécurité par-dessus ça parce que bah, les garde-fous en place sont pas forcément suffisants. Puis tu as énormément de moyens de les contourner aussi. Et donc, avoir une solution comme ça, customisable, que tu peux personnaliser sur tes propres use cases ou même pour ajouter en fait par-dessus les garde-fous qui sont par défaut, bah, ça a potentiellement du sens, quoi. Ok. Très cool. Écoute, merci Thomas, on a fait le tour de plein de choses. J'ai quelques petites questions de fin, entre guillemets, pour toi. Yes. La première, c'est quoi ton livre favori ou le livre que tu recommanderais? Livre technique ou livre... Comme tu veux. Alors j'en ai deux. Un livre technique, c'est celui que je recommande depuis 15 ans, c'est Practical Malware Analysis. Alors peut-être qu'aujourd'hui, il est toujours pertinent, mais bon, peut-être qu'aujourd'hui avec les outils qu'on a à disposition, il se fait un peu vieux. Il me semble qu'il devrait y avoir une édition 2 qui devrait sortir un jour. En tout cas, c'est les bruits qui courent, quoi. Je sais pas quand, mais celui-là il reste intéressant. Et sinon, un livre plus classique, je dirais le Neuromancer de William Gibson. William Gibson, c'est le livre qui a inspiré Matrix. Donc, celui-là, c'est un. Et sinon, un autre livre, en ce moment, je suis en train de lire un manga qui s'appelle Monsters. Je sais pas si tu connais. C'est l'histoire d'un. Monster tout court, non? C'est un seul. Monster, t'as raison. Je le connais. Ouais, c'est vraiment pas mal. C'est l'histoire d'un chirurgien japonais qui a sauvé un enfant de la mort quand il était plus jeune. Et en fait, cet enfant, en grandissant, devient un serial killer. C'est un thriller psychologique hyper intéressant. Et tu vois, c'est vraiment un manga assez cool. Ouais. Ah, il est cool. Non, c'est un de mes favoris, effectivement. Avec cet aspect où, en fait, il sauve cet enfant, mais au début, je me rappelle. Me spoil pas. Non, c'est le tout début. Okay. Mais tu sais, il a le choix. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un chirurgien et il est contre le fait qu'on lui dise. Il a quelqu'un qui arrive en premier. Je crois que la première fois, il a un ouvrier qui arrive et en face, il y a le maire ou un truc comme ça et on lui dit non, tu sauves pas l'ouvrier qui arrive en premier, tu sauves le maire. Et en fait, lui, il le fait, mais il se dit c'est un cas de conscience de ouf, tu vois. Il se dit mais en fait, j'aurais pas dû faire ça, c'est injuste, tu vois. On m'a sauvé le gars qui était politiquement le. Et
la deuxième fois que ça lui arrive, c'est avec C'est cet enfant et exactement quelqu'un d'autre. Et là, il dit non, je m'en fous, je sauve l'enfant. Et il s'avère que l'enfant effectivement devient, ouais. Ouais. C'est exactement ça. Ouais. Ok, trop Ouais, cool. Et vraiment t'en intéressant. as pas un peu parlé, mais t'as ton livre aussi qui est assez cool. Et de j'ai ce mon, que j'ai entendu. j'ai mon livre qui est ici là, Visual Threat Intelligence. Et ouais, ce livre, c'est un concept, hein, c'est un livre assez digeste sur la threat intel où en gros, pour faire simple, tu as une page de texte et une page de visuel. Et donc l'idée en fait, c'est d'avoir le visuel qui va augmenter ton expérience de lecture pour solidifier en fait ce que tu viens de lire et ce que tu viens d'apprendre. Donc le livre a eu un certain succès parce que je pense que les gens ont vraiment apprécié ce format-là. Et il y a beaucoup de gens aussi qui sont comme moi qui aiment bien avoir des visuels pour apprendre. Donc je pense que c'est pour ça que ça a bien marché, quoi. Et puis il est assez accessible du coup. Je veux dire, t'as pas besoin Oui. d'un gros background en cybersécu pour le lire, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est l'idée aussi, c'était de vulgariser, mais pas trop. En fait, c'était ça l'exercice un peu compliqué avec ce livre. C'était que je suis partisan de vulgariser des concepts techniques, mais souvent quand on entend des personnes qui vulgarisent, quand tu vulgarises à l'extrême, ça en devient faux, tu vois. Et donc Ouais, moi, je je suis voulais d'accord. absolument éviter ça. Et c'était tout l'exercice de ce livre, tu vois, arriver à vulgariser, mais sans perdre en fait l'essence technique de la threat intel, quoi. Ouais, je suis d'accord. C'est dur dans la vulgarisation de que ça soit compréhensible, mais que tu apprennes vraiment des choses claires. Parce que des Exactement. fois, il y a des trucs où en fait, on a Ouais. vulgarisé, mais en fait, Bah oui. tu n'as rien appris. En fait, à la fin, tu dis bon, j'ai vaguement compris des trucs, mais et du coup, trouver le juste milieu et ouais, un équilibre qui est pas ça. Ouais, exactement. Ok. Bon, bah écoute, on le mettra en description si les gens veulent le regarder. Yes. Est-ce qu'il y a une chose dans ta carrière sur laquelle tu as changé d'avis? Ouais, une chose que sur laquelle j'ai changé d'avis, c'est le personal branding. Aussi, surtout parce que bon, je pense qu'on a une époque différente d'il y a 10-15 ans, tu vois. Mais effectivement, au début, moi, quand je suis arrivé dans la cybersécurité, déjà, fallait tout apprendre par toi-même. Tu n'avais aucune formation sur Internet. C'était relativement limité. Tu avais toujours, enfin, toi, pour apprendre le reverse engineering, moi, j'ai fait des CTF, quoi, tu vois, des crack me. Donc, c'était à passer des nuits entières sur des morceaux de code à comprendre qu'est-ce que ça fait. Tu vois, il y avait pas de cours, il y avait pas de cours d'analyse de malware, etc. Donc c'était vraiment en mode bon, bah, démerde-toi, quoi, tu vois. Donc, quand t'arrivais à intégrer en fait cette communauté, bah tu rencontrais des gens qui te partageaient l'information, mais c'était toujours un peu underground. Donc ouais. Le personal branding, j'ai un peu changé d'avis là-dessus parce que bah au début la cybersécurité c'était un peu quelque chose assez secret, tu vois, où quand tu t'avais tellement galéré à obtenir tu vois tes connaissances que ben forcément les partager ou les étaler, etc. C'était pas forcément bien vu ou pas forcément dans l'air du temps à l'époque ou en tout cas dans la culture de la cybersécurité. Et en fait, au fur et à mesure, bah ça a un peu changé. Tu vois, les gens ont commencé à créer du contenu sur la cybersécurité, à écrire des articles de blog, etc. Et en fin de compte, bah, le personal branding, je me rends bien compte qu'aujourd'hui c'est important, tu vois, dans ta carrière, c'est important même dans la cybersécurité, avec parcimonie quand même, il faut le dire, parce que tu as quand même des gens qui balancent pas mal de trucs, parfois qui sont un petit peu useless, mais quand tu apportes de la valeur aux gens, là, ça devient intéressant, tu vois, de créer ton personal branding et de créer, entre guillemets, Oui. ton... Non, mais il y a une différence, oui, dans ce que tu dis. Il y a le côté apporter des choses et des choses concrètes, et voilà. Et puis après, il y a le culte de la personnalité, où ça, c'est un autre Exactement. délire, Un quoi. peu comme ce que tu fais, tu vois. Genre, quand je lis tes posts, ils sont trop bien, tu vois. Le storytelling, il est incroyable, tu vois. Je me dis, putain, mais c'est trop cool. C'est trop cool. Non, franchement, Non, mais oui, c'est. c'est gentil. Non, Je mais suis tu vois, les tiens. on voit vraiment ta patte, et puis et puis ça c'est vraiment différent de ce qu'on peut voir ailleurs aussi, tu vois. T'as beaucoup de gens qui partagent des outils qui existent ailleurs, etc., qui apportent pas forcément. Alors, ça peut apporter de la valeur Ouais. pour d'autres gens, mais tu vois, on voit qu'il y a un travail d'écriture, c'est cool, quoi, tu vois. C'est ta patte, quoi. Et c'est Ouais, ça qui est merci. cool, en Ouais. fait. Non, mais Ouais. oui, c'est ça. Chacun trouve un petit peu faut trouver son angle, un petit peu sa façon de faire. Je pense que c'est cool, Ouais. mais oui, il y a différentes façons de le faire. Cool. Et qu'est-ce que c'est la chose qui t'énerve le plus? La chose qui m'énerve le plus, moi, il y a une chose alors toujours dans le monde du travail, hein, bien sûr, ou pas que d'ailleurs, c'est je sais pas pourquoi, mais je déteste l'incompétence. Et l'incompétence assumée, c'est-à-dire que t'as des gens, tu vois, ils sont incompétents, ils le savent, mais ils s'en foutent. Tu vois, et ça, en fait, quand tu travailles avec ce genre, en fait, ça me dérange pas. Je veux dire, chacun fait ce Oui. qu'il veut, tu vois. Mais c'est quand tu travailles avec ce genre de personnes, là, ça, c'est infernal, Ouais. quoi. Ça, c'est vraiment infernal. Mais parce que ça se traduit Voilà. comment concrètement? C'est-à-dire, c'est des gens qui savent pas faire, mais qui font quand même. Enfin,
Je sais pas, t'as plein de variations hein, pour l'incompétence. Hein. T'en as qui sont persuadés d'être incroyables alors que Ah pas oui, du d'accord. tout. Mmh. T'en as qui se rendent pas compte forcément, tu vois, que t'en as qui s'en foutent. Mais tu vois, je trouve que quand t'es dans un groupe de travail, c'est un- c'est vraiment du manque de respect pour le reste de l'équipe, tu vois. Et ça, c'est un peu compliqué pour moi, tu vois, ça, ce genre de trait de caractère. OK. Et dernière question, est-ce que tu crois en quelque chose d'irrationnel? Je crois pas forcément en quelque chose, d'irrationnel. Je pense que je crois au destin. OK. Ouais, je pense que je crois en quelque chose que les actions que tu fais chaque jour, les choses que tu fais et cetera. Ouais, je pense que chacun a un destin, tu vois? Peut-être pas, ancré dans le marbre, tu vois? Ouais. Mais en tout cas un destin que tu peux façonner, quoi. Je sais pas si c'est quelque chose d'irrationnel. Ouais, bon, c'est sûr. En tout cas, c'est des croyances que c'est quand même enfin, Ouais, irrationnel dans le sens où c'est une croyance que tu as qui n'est pas forcément, documentée, tu vois? Elle est pas scientifiquement prouvée. ouais, c'est vrai. OK, OK, bah, écoute, merci beaucoup Thomas, c'est cool. Est-ce que je peux te laisser, pour finir, un mot de la fin, si tu veux partager quelque chose avec, ceux et celles qui t'écouteront? Bah, écoute, déjà merci beaucoup pour, l'invitation, c'est super. Je suis super honoré, de faire partie des tronches de tech maintenant et merci encore pour cette invitation, c'était top et puis, ben, j'espère qu'on vous a donné envie de creuser un peu plus la threat intel, que c'était intéressant pour les gens et puis, surtout, bah, garder en tête que, dans la cybersécurité et surtout aujourd'hui, il faut, toujours se remettre en question et à mon avis, le mot de la fin, ce serait continuer de challenger le status quo, comme on dit. Ça marche. Et bah, écoute, merci pour tout ça Thomas, c'était trop cool de t'avoir depuis l'Australie, incroyable. Yes. Et je te dis à bientôt. Yes, à bientôt, merci. Salut. Vous l'aurez compris, l'objectif d'un groupe de ransomware, c'est de gagner de l'argent. Pour ça, ils vont cibler les systèmes critiques de l'entreprise, les paralyser et vous forcer à payer une rançon. Généralement, ils ciblent donc des serveurs, des ordinateurs à la recherche de failles à exploiter. Malheureusement, il n'y a pas que les ordinateurs qui sont bourrés de failles. Vos téléphones aussi. Mais un smartphone, il va être ciblé pour un tout autre type de raison. Il va être ciblé lorsqu'on veut vous espionner. Il y a toute une industrie assez opaque qui est organisée autour de ça, et que les États du monde entier utilisent avec plus ou moins de scrupules. Si vous n'en avez jamais entendu parler, je vous conseille vraiment d'aller écouter l'épisode que j'avais fait sur ce sujet avec un expert du hacking mobile.